c'est un humaniste de la curie pontificale, c'est-à-dire qu'à partir de 1436, il travaille avec d'autres humanistes à Rome. Il est scripteur des lettres apostoliques, il écrit, il fait ses recherches historiques, il consulte des manuscrits, il prépare ses ouvrages, ses grandes œuvres que nous éditons, que nous traduisons maintenant, en travaillant au service du pape. Et je dirais que c'est précisément à partir de 1443, quand le pape Eugène IV revient à la curie pontificale, après une période d'éloignement. 1443, donc vraiment Biondo revient avec l'ensemble de la curie au service d'Eugène IV, et là il découvre une Rome qui est dans un état pitoyable, qui n'offre plus que vraiment des reliques de sa splendeur passée, et il a à cœur d'en redonner, de lui redonner un visage et d'en rétablir une connaissance la plus complète possible, de restaurer finalement de façon érudite, sur la base de toutes les sources disponibles, des sources livresques, des sources matérielles aussi, archéologiques, avec les inscriptions. Cette Rome monumentale qui ne jouit plus du prestige dont elle jouissait dans l'Antiquité. Donc c'est vraiment à partir de cette date-là, 1443, le retour à Rome, et c'est ce souci de restauration qui va donner le premier ouvrage vraiment connu de l'antiquaire, Flavio Biondo, à savoir Rome restaurée, en toute simplicité, donc une restauration sur la base de tous les éléments disponibles. Rome restaurée est terminée en 1446. Ensuite, il va s'atteler à un projet un peu plus large, un peu plus vaste, c'est l'Italie illustrée. Donc 1453, 7 ans plus tard, l'Italie illustrée est achevée, enfin presque achevée. Il doit vraiment la diffuser très vite à cause d'un problème de plagiat d'un de ses concurrents. Et il s'agit d'une description complète de l'Italie, divisée en 18 régions, avec dans chaque région une description des pôles intellectuels, artistiques de la péninsule, qui ont fait le prestige de certaines villes qui sont donc finalement érigées au rang de capitale culturelle. Et cette description permet aussi de dégager de grandes figures d'écrivains, d'artistes de l'Antiquité, mais également de grandes figures de l'humanisme. C'est-à-dire que c'est un ouvrage de géographie culturelle, hein, qui permet d'écrire aussi l'histoire du mouvement humaniste en train de se faire, en train de s'accomplir. Et donc c'est très important parce que c'est une histoire en action, avec des héros de cette révolution culturelle, comme ça a pu être dit, qui sont parfois toujours actifs. Et puis, on voit donc quelques années plus tard, en 1459, paraître enfin la Rome triomphante, qui va nous occuper plus particulièrement, qui est nourrie aussi, hein, bien sûr, de toutes les recherches qu'il avait faites, recherches de sources de toute nature qu'il avait faites pour ses précédents ouvrages. Et cette Rome triomphante, bon, je crois que pour la présenter, on ne peut pas trouver de formule plus simple que de la qualifier de première encyclopédie de la Renaissance sur la Rome antique, puisque toutes les facettes de la vie antique y sont abordées, dans un contexte qui n'est pas ignoré, dans un contexte politico-religieux qui n'est pas ignoré, puisque précisément c'est juste après la chute de Constantinople qu'il y a eu des discours pour la croisade, et que le moment du point de vue religieux est très sensible. On en entend les échos d'ailleurs, hein, de cette actualité dans Rome triomphante, même si, bien sûr, Biondo est un antiquaire, donc ce qui le stimule, c'est c'est de constituer une somme de savoir exhaustive, la plus exhaustive possible du moins, sur la Rome de l'Antiquité, avec tous les aspects de la vie privée, publique, religieuse.
Et c'est pour ça qu'elle comporte 10 livres d'ailleurs. Il fallait bien 10 livres pour reconstituer toute cette, pour réaliser cette ambition. Et la préface, de ce point de vue, donne les explications dont on a besoin sur l'objectif de l'auteur et sur les enjeux qui sous-tendent précisément la constitution de cette somme. Des enjeux de savoir, évidemment, des enjeux d'érudition, et puis une explication du titre aussi. Disons que le projet qui nourrit cette volonté de faire triompher Rome est explicité dans la préface, dans les premiers livres sur lesquels je vais revenir, puisque ce sont ceux que nous donnons aujourd'hui, et ils se lisent dans un jeu d'écho assez fascinant et très structuré, avec justement le livre 10, le dernier, qui décrit le triomphe de Rome. Ce n'est pas par hasard que, alors que l'ordre aurait pu être, après tout, différent dans le choix de la matière de chaque livre de l'encyclopédie, ce n'est pas par hasard, selon moi, que c'est la religion des anciens, les polythéismes, qui nourrissent justement les deux premiers livres de l'encyclopédie, parce que ils fondent finalement une connaissance de l'arrière-plan religieux qui va permettre de confronter le paganisme au christianisme. Et si dans la préface, Flavio Biondo explique que cette Rome triomphante, elle est destinée à tous les hommes de bonne volonté qui veulent assurer finalement le triomphe de la Rome moderne, qui est la Rome du pape, eh bien, il faut leur fournir justement des modèles, des exemples, et ces exemples, on les trouve dans l'Antiquité. Donc, les livres 1 et 2 sur les paganismes, décrits alors, sur la base de sources très complémentaires, justement, donc à la fois les sources classiques et puis les sources issues de l'Antiquité tardive. Ces sources permettent d'avoir une vision complémentaire et d'amorcer une sorte de compréhension de ce syncrétisme finalement qui va permettre d'aboutir au triomphe final, puisque le triomphe final n'est possible, Biondo l'explique, que si la Rome chrétienne se souvient qu'elle est l'héritière de la Rome païenne, et que si elle assume cet héritage précisément, puisque de ce point de vue, la péroraison de la Rome restaurée et de la Rome triomphante se font écho. La Rome moderne se construit sur les structures, sur les bases, sur les institutions de la Rome antique, justement. Il y a une sorte de transfert des institutions politiques de la Rome antique aux institutions religieuses, chrétiennes, de la Rome moderne. Et cette base, cette structure finalement, constitue une garantie de solidité et en même temps un écrin d'élégance, un écrin esthétique dans lequel va pouvoir s'épanouir cette Rome chrétienne. Au départ, Biondo dit que la Rome qu'il souhaite voir triompher, c'est celle dont Augustin lui-même souhaitait voir le triomphe. Urbem Romam Florentem, la Rome florissante, à l'apogée de son rayonnement, de sa puissance et de sa gloire, c'est celle qu'il veut donc restaurer dans un premier temps, dans Rome restaurée. Et puis, une fois que les cadres monumentaux ont été restaurés, eh bien, on peut y replacer les activités de la Rome antique et préparer le triomphe final. Finalement, on se rend compte que ce premier traité Rome restaurée, qui pouvait apparaître un peu aride comme un traité de topographie, c'était la première pierre, c'est le cas de dire, à imposer pour cette reconstruction beaucoup plus générale qu'une reconstruction monumentale, une reconstruction
totale, globale de la Rome antique. C'est celle qu'il appelle de ses voeux. Et pour ce faire, il fallait vraiment réunir toutes les sources, puisque dans aucun des domaines abordés dans les 10 livres de Rome triomphante, il n'y avait eu au préalable de traités spécialisés. En 1459, Biondo n'avait pas à sa disposition de traités sur la religion, de traités sur l'économie antique, sur la vie privée, sur l'éducation, sur l'histoire de la littérature, et bien sûr sur les triomphes. Donc, cette somme d'érudition, qui n'est pas une anthologie, et Rome triomphante ne peut pas se réduire à une somme de textes mis bout à bout, finalement, dans lesquels ensuite on pourrait puiser pour faire autre chose. Non, il y a vraiment une construction et une démonstration qui est à l'œuvre. Et cette somme d'érudition, on se rend compte qu'elle est réinvestie et réutilisée par les humanistes de la génération suivante, qui, pour leurs propres ouvrages, se trouvent là en possession d'une mine de documentation dans laquelle, alors, qui doit être complétée sur certains points, bien entendu, mais dans laquelle ils peuvent puiser autant qu'ils le veulent, puisqu'elle est variée, complète, précise dans la mesure où les manuscrits qui étaient sur la table de travail de l'antiquaire Biondo étaient dignes de foi et précis. Et donc, même s'ils ne citent pas leurs prédécesseurs et ceux dont ils exploitent le travail finalement, parce que ce n'est pas un réflexe qu'on a à l'époque, hein, même s'ils ne le citent pas, ils sont bien conscients que cette somme réunie par Biondo est un point de départ et une garantie de sérieux et de fiabilité. Et donc, justement, en parlant de ces textes, de ces manuscrits que Flavio Biondo avait sur sa table de travail, je dois dire un mot de ce qu'est notre travail à nous, éditeurs, traducteurs, commentateurs de ces ouvrages finalement de l'époque de l'humanisme et du milieu du Quattrocento, dans la mesure où nous trouvons face à un texte qui est celui de Biondo, mais aussi à des textes, à une multitude de textes qui sont cités par lui, des textes latins qui sont parvenus de façon parfois, disons, un petit peu accidentée, et qui comportent des traces de ces accidents, c'est-à-dire que certaines lectures ne sont pas possibles, et quand on est tenu de traduire en vis-à-vis, on doit bien avoir un texte traduisible, donc il y a des choix à faire. Et puis, le problème est encore plus épineux, je dirais, quand il se sert, et là c'est le cas vraiment pour Rome triomphante, on voit l'enrichissement de sa documentation par rapport à Rome restaurée 13 années plus tôt, il y a des œuvres grecques traduites en latin. Biondo était très savant, mais il ne connaissait pas le grec, et donc il se sert de traités de Plutarque, d'autres, de la préparation évangélique de Zeb, notamment dans les 2 premiers livres sur la religion. Il se sert de livres en grec et nécessairement de traductions latines qui en ont été faites et qui figurent dans la bibliothèque du pape. Si bien que, alors c'est le cas, et on a fait des notes pour s'en expliquer, hein, surtout pour la préparation évangélique de Zeb, de décalage, de distorsion par rapport au texte que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le texte grec, un apparat critique, une traduction, tout ça est parfaitement lisible, cohérent et bien établi, et ça n'était pas du tout le cas de Biondo, qui n'avait pas cette chance. Et donc, les aléas de la transmission, de la traduction sont perceptibles dans son texte. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre travail, c'est-à-dire que on a, à aucun moment, on a de solution toute faite pour les textes qu'il cite. On va voir, bien sûr, dans les éditions modernes, mais elles correspondent finalement rarement, pour une citation de 4-5 lignes ou plus, elles correspondent rarement, pour ainsi dire jamais, in extenso,
au texte que cite Biondo. Donc, nous devons soit respecter les écarts, c'est ce qu'on a fait parce que nous sommes fidèles au texte de Biondo, et traduire ce que nous avons tout en signalant dans des notes que le texte de nos éditions modernes est bien différent et que parfois il veut dire tout autre chose. Mais il se trouve que dans la démonstration de Biondo, citer un auteur antique, parfois, c'est vraiment citer une autorité, et ça peut être, on a l'impression que par moments, il est plus important de pouvoir écrire Varron a dit, que de véritablement retranscrire un texte fidèle, parfaitement établi et compréhensible. Et je prends le cas de Varron qui justement nous ramène aux livres 1 et 2 sur la religion parce que ce sont des fragments. Le cas des fragments est particulier et particulièrement épineux. Ce sont des fragments des antiquités humaines et divines dont Varron, le modèle et la source et le modèle de Biondo, puisque c'est le grand encyclopédiste de l'Antiquité. Biondo a un projet qui se rapproche, sans être identique, mais qui se rapproche de celui de Varron. Et le problème, c'est qu'il n'a que des fragments. Et ces fragments sur les dieux de l'Antiquité païenne, par qui sont-ils transmis? Par Augustin, la plupart du temps, avec des déformations, bien sûr, puisque le projet d'Augustin, dans un certain nombre de cas, c'est de montrer que finalement les pratiques des païens étaient abominables et que les dieux de l'Antiquité romaine étaient des démons, des divinités qui n'étaient vraiment pas fréquentables et que les chrétiens ont bien fait de les chasser. Il y a plusieurs exemples, justement, comme je n'en prends qu'un, hein, c'est celui des épulons de Jupiter, les épulons étant des magistrats chargés d'organiser les banquets, que Augustin présente comme des divinités parasites. Et tout en citant ce fragment, Biondo, volontairement ou pas, je ne sais pas, rétablit finalement la vérité et présente bien les épulons comme des magistrats. Les distorsions sont multiples et je crois qu'on ne doit pas justement se laisser aveugler par le prisme idéologique qui est celui de la présentation des antiquités de Varron par un auteur chrétien, parce que le projet de Biondo ne peut pas être identique à celui d'Augustin. Il n'est plus question à cette époque de triompher du paganisme. Les choses sont réglées depuis bien longtemps, donc ça n'est pas l'enjeu. En revanche, aller chercher Varron partout où il est, les fragments partout où ils sont, ça c'est important et c'est un vrai défi. Et le fait que le projet de Biondo ne soit pas celui d'un chrétien qui cherche à décrédibiliser les dieux païens est perceptible aussi dans le fait qu'il va chercher des fragments de Varron chez Macrobe, qui est un païen aussi. Donc, la documentation, elle est réunie, je dirais, sans préjudice des intérêts idéologiques ou des préjugés des uns et des autres. Ce qui compte, c'est de réunir la somme la plus complète possible. Il y a vraiment une volonté de compréhension holistique. Je crois que c'est une des caractéristiques qui nous rend la vie très difficile d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment aller chercher partout pour tout vérifier et voir que toutes les sources peuvent être exploitées a priori. Aucune n'est exclue au motif qu'elle émanerait de tel ou tel auteur, de telle ou telle époque. Non, toutes les sources sont réunies. Et donc, notre travail, alors pour ce qui concerne plus précisément le livre que nous donnons ces jours-ci, quand je dis nous, donc c'est un travail collectif. Pour l'édition du texte, c'est mon collègue de l'École normale de Pise, Giuseppe Marcellino, qui a commencé à travailler, qui a fait un très gros travail, donc qui a vu quasiment tous les manuscrits. Il y en a 23, et qui a établi la sélection des 3 manuscrits principaux sur lesquels nous fondons, dont un peut-être plus principalement parce c'est le manuscrit qui contient la dédicace au pape Pie II. Donc il est très important. Les 2 autres sont également, méritent vraiment d'être considérés.
Giuseppe Marcellino a écrit la note sur le texte, c'est-à-dire une cinquantaine de pages dans notre volume qui contiennent la description complète des manuscrits, de tous les manuscrits, et puis quelques considérations aussi sur les choix d'édition. Il s'est chargé également de l'établissement du texte du livre 1. C'est moi qui ai poursuivi pour l'établissement du texte du livre 2. J'ai traduit le livre 1 et c'est Elisabeth Buchet, qui connaît bien la religion romaine, qui a traduit le livre 2. Puisqu'il s'agissait de religion romaine de l'Antiquité, John Scheid nous a donné une belle préface. Et dans l'introduction, j'ai tenté de mettre en perspective cet ouvrage par rapport aux enjeux que j'ai décrits déjà, et puis par rapport aussi à la réception, à ce qui est né, ce qui a découlé de cette somme encyclopédique, en espérant être la plus complète, moi aussi, possible, et en tout cas ouvrir des perspectives, puisque à la fin de l'introduction, j'essaie de mettre les lecteurs sur la voie d'autres ouvrages, des sommes ou pas d'ailleurs, des miscellanées, des genres dans lesquels le savoir circule, pour que le travail de Biondo ne reste pas lettre morte, et qu'on perçoive bien qu'il a en quelque sorte lancé une, une série de recherches, toute une vague de travaux sur des aspects plus particuliers cette fois-ci de l'Antiquité.